Bonsoir à tous. Sale temps pour les maraîchers et les agriculteurs urbains. Pas simple pour eux de travailler sous ces cieux capricieux. Essorés par des semaines de pluie, le climat maussade douche les espoirs de récoltes florissantes. Et pourtant, ils s'obstinent, ils en veulent, ces agriculteurs, travaillent sans compter, même si la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. La région bruxelloise mise beaucoup sur le développement de cette agriculture qui connaît une forte croissance ces dernières années. Mais avec quels résultats et surtout quelles perspectives pour l'avenir? C'est ce qu'on va tenter de savoir ce soir dans l'émission avec nos invités que je vais vous présenter. Jean-Philippe Gommeret, bonsoir. Vous êtes maraîcher, alors vous exploitiez toute une parcelle à Jette, elle est réduite maintenant, et vous êtes également formateur à l'espace Beautiful, un espace d'insertion socio-professionnelle. Vous avez la main dans la terre quasiment tout le temps. Tous les jours. Alors on parlait de la difficulté pour les agriculteurs urbains, c'est vraiment une cata cette année? Oui, on n'a jamais vu une météo pareille, donc on est tous aux aguets pour un peu de beau temps, pour pouvoir travailler correctement. Donc il y aura des pertes, vous pensez, pour de nombreux maraîchers? On a déjà eu des pertes, on a perdu toutes nos courges il y a un mois, qui ont été dévorées par les limaces. Donc on a relancé des semis pour y arriver, donc on a du retard. On va avoir du retard sur pratiquement toutes les cultures. Alors, Gabriele Anichiarico, est-ce que j'ai bien prononcé? Très bien. Vous êtes responsable, vous, de l'espace test agricole, un espace justement qui dit bien son nom, c'est là où des apprentis maraîchers viennent se former. Est-ce qu'il y a du découragement quand on a 8 mois comme ça de temps très compliqué? C'est clair que c'est une année extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Ça touche les esprits. Ça touche les esprits parce que c'est difficile et compliqué de travailler et aussi parce que, évidemment, le chiffre d'affaires, le salaire, les personnes qui sont en test d'activité aujourd'hui vont toucher à la fin de l'année, ça va être fort impacté. Mais c'est un peu le cas pour tout le secteur. Donc, c'est une année extrêmement compliquée, comme Jean-Philippe l'a dit, et on ne voit pas non plus la lumière au fond du tunnel pour l'instant. Aujourd'hui, c'est encore une journée difficile. Et surtout, c'est compliqué de travailler la terre. Il y a un retard monstrueux et au moins une quarantaine de jours de retard sur les cultures en général. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, je vous l'ai dit et vous l'avez compris et vous l'avez vu aussi, ça fait des mois que ça dure. Alors, on l'a entendu, ça fait le bonheur des limaces, mais pas celui de culture. Et déjà, au mois d'avril, on avait été dans un champ, au champ du Chaudron, à Anderlecht, pour constater les dégâts. Il y en avait. Et ça ne s'est pas arrangé depuis rencontre avec un cultivateur qui en a par-dessus la tête. Elles sont partout. En cette fin de mois d'avril, les limaces envahissent les cultures de ce terrain du champ du Chaudron. Sous une bâche comme ça, si on soulève et qu'on fait tout le chemin, on va en trouver déjà à l'œil nu, en trouver plusieurs dizaines et ça veut dire qu'il y en a encore plus qui sont un peu enfouis dans la terre, un peu sous les autres bâches et donc suffisamment de quoi manger toute la planche de petits plants, quoi. La pluviosité beaucoup plus importante que la normale fait leur bonheur. Elles font un festin de ces jeunes plants de légumes. Elles adorent les choux et elles vont venir, si elles croquent le bord des feuilles, c'est pas très grave. Mais par contre, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont pas s'arrêter là, elles vont manger vraiment le cœur de la plante, c'est-à-dire là d'où partent les pousses. Et alors après, il peut plus du tout pousser, c'est foutu, quoi. En culture bio, pas de remède miracle pour s'en débarrasser. Ces petits granulés bleus épandus sur le champ permettent juste de limiter les dégâts. C'est du phosphate de fer, donc ça va avoir une action sur la limace, mais ça va pas toucher les autres insectes. Donc c'est assez soft au niveau impact environnemental. En 5 ans, ce maraîcher n'a jamais connu ça. Il a déjà perdu plusieurs lignes de culture. Je sais qu'on en a 6-7 là qui ont complètement disparu, certaines qu'on a remplacées qui ont redisparu et donc c'est vrai qu'on doit racheter les plants chez des pépiniéristes pour un peu rattraper le retard. Là certains plants c'est nous qui les avions fait, on va racheter des plants tout faits pour les mettre, donc à chaque fois c'est des pertes, quoi. Et le temps de travail, le légume qui n'est pas vendu et les plants rachetés, quoi. Et tous les maraîchers font le même constat. Avec ce printemps pourri qui n'en finit pas, les retards s'accumulent, avec à la clé un manque à gagner qui va peser sur le chiffre d'affaires.
Ben voilà, on l'a vu, des temps difficiles et parfois des années difficiles qui s'accumulent pour ces agriculteurs. Laura Sylvia Hermann, bonsoir. Vous représentez la Fédération bruxelloise des professionnels de l'agriculture urbaine. Alors Gabriele parlait de découragement. C'est vrai qu'il guette pas mal d'agriculteurs parce que en préparant cette émission avec vous, j'ai constaté que la rentabilité, elle était loin d'être toujours au rendez-vous pour ces maraîchers. On est sur un secteur où les gens ne comptent pas leurs heures, mais où les gens arrivent à se verser un très faible salaire à la fin du mois. Quand les gens arrivent à se verser un salaire... On peut citer un chiffre. Oui, on estime que pour la majorité de nos membres ici à Bruxelles professionnels, les revenus issus de la production sont en moyenne de 1 200 € par mois. Pour un travail de plus de 50 heures semaine, on imagine, voire plus. Pour un travail de plus de 50 heures semaine. Ouais. On serait plutôt sur 60 heures. 60 heures semaine, ouais. Jean-Philippe Gommeret, mais justement, vous étiez agriculteur urbain, vous aviez toute une parcelle à Gette. Aujourd'hui, vous avez réduit vos activités. Est-ce que c'est lié aussi à un problème de rentabilité ? Oui, un petit peu, mais surtout c'est parce que j'ai un travail à temps plein maintenant, que ça ne me permet pas de me développer le projet des garçons maraîchers à 100%. Et que je trouve beaucoup de plaisir dans la formation et de communiquer mon savoir à mon public. Ouais, et donc pour vous, c'était indispensable à un moment donné d'avoir un travail à côté du champ que vous exploitiez à Gette ? Oui, à un moment, ça devenait important, surtout pour une raison familiale, mais surtout, oui, c'est ça, c'était assez important d'avoir un salaire fixe quand même. Parce que sinon, c'était travailler 60-70 heures par semaine pour 1 200 €. Ouais. Alors Alexandre Lefebvre, bonsoir. Vous êtes consultant en agriculture urbaine. C'est un de vos boulots puisque vous exploitez des ruches par ailleurs, des ruches urbaines également. Alors vous avez aussi une connaissance assez importante du secteur. On le voit en fait, beaucoup de ces agriculteurs urbains doivent avoir un job à côté. Oui, c'est vrai. Après, il y a aussi beaucoup de projets qui se sont lancés ces dernières années. Et comme toute entreprise qui se lance, au début, on fait avec les moyens du bord. Donc, il ne faut pas stigmatiser l'agriculture urbaine en particulier comme activité économique qui est difficile. Il y a effectivement des difficultés, en particulier quand on se base que sur la production. Et donc, on voit que soit avoir un boulot à côté, soit développer des activités pédagogiques ou autres, permettent de lisser un peu les revenus, d'améliorer ces revenus. Ouais. Alors Gabriele, est-ce que malgré tout, à l'espace test, il y a toujours des vocations, vous trouvez toujours des candidats pour devenir agriculteur ? Disons que la passion et l'intérêt pour le métier est vivant, malgré tout. On a en tout cas constaté un impact fort qui a été porté par la crise du Covid, la crise de l'énergie, évidemment. Les salaires n'ont pas évolué depuis et donc ça a un impact assez important. Et donc la question de la viabilité, de la rentabilité, c'est quand même une question qui reste importante. Quoique il y a encore de l'intérêt vers le secteur, il y a encore de la demande pour passer via l'espace test, où il y a d'autres moyens, que ce soit la formation ou autre. Donc la passion et l'intérêt pour le secteur, il est encore là. La question, c'est de travailler à comment rendre ce métier le plus stable possible et pouvoir sortir un salaire qui puisse permettre à des personnes d'exercer le métier pendant une très longue durée dans leur vie. Oui, parce que ça peut paraître paradoxal, Laura Sylvia Hermann, quand on voit la croissance, on parle d'une croissance de 32% depuis 2018, avec près de 150 activités. Apparemment... ils en veulent, les apprentis agriculteurs. On a encore énormément de jeunes et moins jeunes qui souhaitent se lancer, qui habitent en zone très dense ou en périurbain et qui souhaitent se lancer. Il y a une nouvelle formation qui s'est créée avec l'EFP il y a 2 ans. Maintenant, où Gabriele est un des formateurs. Et donc, on a effectivement une croissance de plus de 30% de nouveaux projets. Le plan Good Food 2 prévoit aussi 30 nouveaux projets sur le territoire de Bruxelles-Capitale d'ici 2030. Oui, et Sébastien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit rentable ? Il faut faire de la transformation, il faut faire de la diversification pour essayer finalement de pouvoir en vivre plus décemment, selon vous ? Selon moi, pour que ce soit rentable, il n'y a pas une recette. En fait, ce qu'il faut, c'est être en accord avec ses compétences, les capacités qu'on a pour commencer le projet, pas vouloir aller trop haut alors qu'en fait, on n'a pas les moyens ou les connaissances.
Et alors, l'agriculture urbaine est fort liée aussi aux citoyens qui sont autour. Un modèle qui fonctionne très bien à Anderlecht ne fonctionnera peut-être pas si bien que ça à Woluwe et vice-versa. Et donc, c'est important de bien connaître son environnement et de travailler au mieux avec les ressources qu'on a. Et on peut se faire aider aussi. C'est pour ça qu'on s'est fédéré avec la Fédération des professionnels de l'agriculture urbaine. Et c'est pour ça que le Bruxelles Environnement et les institutions comme Bruxelles Économie Emploi aussi mettent en place toute une série de choses pour aider les porteurs de projets à mieux se lancer, éventuellement aussi les aider financièrement. Ouais. Et pour vous, Jean-Philippe, est-ce qu'il y avait certains produits que vous avez abandonnés au fil du temps en disant ça c'est pas rentable, je gagne pas assez? Est-ce qu'il y avait certains produits qu'on privilégie parce que on gagne plus en les vendant? Personnellement, pour mon projet, moi, je me suis dirigé vers un système de commercialisation en particulier, juste des restaurants, parce que avec mon passé de 25 ans de cuisinier, je me suis dit c'était la meilleure façon. Le restaurant, les restaurateurs chez qui je vendais et encore chez qui on vend maintenant avec Beautiful, sont des restaurateurs qui sont déjà engagés dans une démarche de local et donc qui sont prêts à payer un prix un peu plus important. Ce que, par exemple, pour les paniers, moi, ça ne m'intéressait pas de devoir faire une diversité de 60 légumes pour juste faire des paniers. Ouais, et donc, pour vous, la restauration, c'était un secteur qui pouvait amener une rentabilité supérieure, je dirais. Plutôt porteur, oui. Ouais. Effectivement, on parle de diversification. Il n'y a pas de clé de succès, de système D où on se dit on va vers la réussite. C'est vraiment quoi? Un système d'essai-erreur Le travail d'agriculteur est difficile et précaire un peu sur l'ensemble du territoire de la Belgique et même à l'international, bien sûr. Après, Bruxelles a cet avantage qu'il y a une vraie demande et il y a plein de différentes sortes de demandes qui correspondent aux différents services que procure l'agriculture urbaine. Donc, il y a une demande Horeca des restaurateurs pour des produits bio locaux. Il y a une demande de personnes qui s'engagent dans des gazap, qui reçoivent des paniers, des abonnements hebdomadaires ou mensuels. Il y a des demandes en autocueillette. Il y a aussi des demandes pour une agriculture qui soit pédagogique. Et donc des gens qui vont à des fermes pédagogiques, qui assistent à des événements, qui vont voir à quoi ça ressemble. Et donc, pour moi, ce qui est vraiment très riche, c'est la diversité de ces projets sur la région. Après, parfois, les projets mettent 1, 2, 3 ans à se trouver. Ouais. Et vous me disiez, la troisième année, c'est souvent celle aussi du découragement quand on n'a pas réussi finalement à dégager assez de moyens que pour en vivre. C'est un peu comme au ski, on dit que le 3e jour, c'est celui où on se casse une jambe. Ici, c'est souvent la 3e année où les soucis financiers rattrapent un peu les gens, la fatigue rattrape un peu les gens. On est aussi dans un système où, dans la région bruxelloise, on pouvait jusqu'à maintenant toucher des subsides au fonctionnement pendant 3 ans. Mais à partir de la 4e année, on était un peu seul et censé fonctionner. Et donc, c'est là que le projet atteint ses limites. Ouais. Alors, Gabriele, les gens qui passent par l'espace test, je vois 200 manifestations d'intérêt depuis 2016, donc Dieu sait qu'il y a une demande. Après, ils en font quoi finalement? Vous en avez vu beaucoup se lancer, arrêter ou pas? Juste pour donner un peu quelques chiffres, 200 personnes, effectivement, depuis 2016, chaque année, on sort un appel à candidature. Et en fait, il y a 200 personnes qui ont montré un vrai intérêt pour se lancer via la production agricole, via le test d'activité. Donc, ça veut dire que l'intérêt est beaucoup plus important parce qu'on n'arrive pas à atteindre toute la demande, tout l'intérêt. Donc, c'est quand même un métier qui répond à l'intérêt de beaucoup de personnes. Et il y a 45 personnes qui ont postulé et 23 qui ont été sélectionnées, accompagnées, dont Jean-Philippe, qui est passé au tout début par l'espace test. Et aujourd'hui, beaucoup continuent encore? La moitié aujourd'hui continue, la moitié arrête, qui est déjà, on trouve, un très très bon pourcentage. Ça serait intéressant dans les années à venir voir parmi les gens qui continuent une activité qui effectivement va continuer pour au moins plus de 5 ans sa propre activité. Et donc, on est encore trop jeune, entre guillemets, pour pouvoir avoir cette estimation un peu plus large dans le temps. Ouais. Alors, Alexandre, dans le fait, pourtant, des projets de développement, il y en a. Il y a aussi une volonté régionale d'augmenter le territoire consacré à l'agriculture urbaine. Vous y croyez, vous, à ce développement futur? Oui, j'y crois. On en parle depuis longtemps et on prend peut-être du retard par rapport aux grandes déclarations qui ont été faites à l'époque par Mme Uijtebroek ou Mme Frémaux. Enfin, chaque ministre de l'Environnement a eu des déclarations. Et je pense que c'était pas des utopies, c'était des déclarations qui avaient pour but de fixer un cap
et on y va. Et donc, oui, on n'a pas atteint ce cap dans le timing qu'ils avaient espéré, qu'ils avaient annoncé, mais je pense qu'eux-mêmes le savaient. Donc, ce qui est important, c'est de viser mieux, de viser plus. Et pour le moment, législature après législature, ça va de mieux en mieux. Et on dit qu'on est soutenu par les régions, mais ce que je vois depuis très peu de temps, c'est qu'on est de plus en plus aussi soutenu par les communes. Il y a beaucoup de communes qui ont un responsable agriculture urbaine, qui développe des cellules agriculture urbaine. Sans soutien public, vous pensez que c'est impossible d'assurer un développement? Alors, je pense que sans soutien public, on ne peut pas assurer un développement de choses qui bénéficient directement au public. Donc, on peut faire un projet commercial, comme un restaurant purement privé. Il n'a pas besoin spécialement de soutien public, il va fonctionner. Par contre, si on fait un projet qui se diversifie à des activités pédagogiques, par exemple, comme une école a besoin de soutien public. Et comme l'agriculture urbaine, c'est souvent des business models assez mixtes, une majorité de projets a besoin de soutien public. Et comme tout business qui se lance à Bruxelles, il y a accès à des soutiens publics et il n'y a pas de raison que l'agriculture n'y ait pas droit. Ouais. Alors vous, Jean-Philippe Gommeret, vous avez l'intention de monter une ASBL qui ferait des formations en maraîchage pour tout un chacun, je dirais. Ouais. Vous pensez que ça, c'est un potentiel de développement important du secteur? Je pense que c'est comme on a dit autour de la table, c'est qu'il faut se diversifier un maximum. Et donc là, à travers ce modèle-là, moi je vois la diversification et le moyen que les garçons maraîchers puissent continuer à exister, pas uniquement en production, mais en faisant autre chose. Oui. Qu'est-ce qui vous a manqué, vous? Est-ce qu'il vous a manqué de subsides? Est-ce que vous avez manqué de soutien à un moment donné, d'aide dans votre développement? Donc, qu'est-ce qui m'a manqué? J'ai eu des subsides, donc ça m'a permis de m'installer. J'ai eu de l'aide de la commune de Jette qui m'a procuré le terrain. Qu'est-ce qui m'a manqué? Il m'a manqué peut-être plus un compagnon. Au début du projet, on était les garçons maraîchers, on était 2. Mon associé est parti et je me suis retrouvé seul. Et là, quand on est seul, on est vraiment seul. Ouais. Alors, on va citer quelques chiffres. On parle du nombre d'hectares. Il y a 46 hectares actuellement, dont 31 consacrés à la production. Et la stratégie Good Food, c'est 50 hectares supplémentaires. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui comme soutien pour rendre cela possible? On souhaite que les institutions publiques s'engagent au moins à préserver les terres qui sont aujourd'hui agricoles Donc de les fait, sacraliser, quoi. À les sacraliser en termes agricoles de droit. On souhaite que les communes et ou la région s'engagent contre l'imperméabilisation de terres qui puissent être agricoles dans le futur. Mais on ne souhaite pas non plus être mis en concurrence avec les zones de nature ou les réserves naturelles sur le peu qui reste. Ouais, et pour l'aide au développement, est-ce que vous demandez, puisque finalement vous ne pouvez pas bénéficier d'aide européenne pour l'instant, est-ce que vous demandez un soutien financier des pouvoirs publics plus important? Oui, Bruxelles pour l'instant ne touche pas le deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire une aide structurelle au fonctionnement pour les agriculteurs et les agricultrices. On souhaite, et pour l'instant c'est dans le futur projet d'ordonnance pour l'alimentation durable. C'est le nom de l'ordonnance de la région? Écoutez, c'est un point de détail. De toute façon, pour les téléspectateurs, c'est un point de détail. Continuez. On travaille avec la région à une aide financière structurelle mensuelle ou annuelle qui irait aux producteurs et aux productrices qui produisent de l'alimentation sur le territoire de Bruxelles-Capitale. Et ça aiderait à compenser les faibles salaires que il et elle se versent. Et ça permettrait d'assurer que cette production, qui est encouragée par Good Food 2, soit effectivement soutenue à sa juste valeur. Ouais. Alors Gabriele, Jean-Philippe disait, tiens, moi il m'a manqué un compagnon. À un moment donné, vous, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ceux qui décident de se lancer? Mais déjà, sur l'espace test, la chose qui est intéressante, c'est qu'on peut lancer une activité agricole pendant une période déterminée et on enlève les 2 freins majeurs qui sont l'accès à la terre et l'accès aux moyens de production et un parcours d'accompagnement. On n'est pas naïf non plus, on sait bien que ces 2 freins qui sont enlevés sur le test d'activité, en fait, sont juste reportés un peu à plus tard. Et c'est pour cette raison qu'il y a tout un travail qu'on fait dans un réseau de partenaires. Sur le plateau, il y a la fédération, mais il y a aussi Groupe One, il y a Terre en Vue aussi, il y a d'autres structures qui travaillent aussi justement pour faciliter l'accès à la terre, pour faciliter un accompagnement à la viabilité économique. Donc je pense que déjà le système qu'on a mis en place, il est déjà
relativement performant. Après, il faut toujours s'améliorer. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que cette structure d'accompagnement soit déjà soutenue par le prochain gouvernement et que les aides qu'on nous octroie maintenant, en fait, soient confirmées par la suite. Et après, pour développer le secteur agricole bruxellois, il faut apprendre à communiquer avec les autres régions. C'est clair qu'on ne pourra pas nourrir Bruxelles avec les peu de projets qu'on a. Et c'est clair que pour installer des maraîchers qui éventuellement se forment à Bruxelles, quitter l'activité à Bruxelles, il faudra ouvrir une porte de dialogue avec les deux autres régions et en fait imaginer une ceinture alimentaire bruxelloise qui soit à une échelle nationale plutôt que régionale. Oui. Alors Alexandre Lefebvre, vous dites être consulté par des autorités publiques ou par des architectes ou par même des promoteurs. Qu'est-ce qui les intéresse dans le développement d'une parcelle d'agriculture urbaine dans certains projets ? C'est toujours différent. Il y en a qui sont intéressés par construire la ville autrement. Ils vont créer un nouveau quartier ou un nouveau bâtiment. Plutôt que simplement mettre une toiture végétale qui va un petit peu tempérer le climat et absorber l'eau de pluie, un peu développer la biodiversité, faire quelque chose de plus sur ce qu'on appelle la 5e façade, donc la toiture. En fait, on peut l'exploiter. Comme on disait, l'agriculture urbaine n'a pas vocation pour être concurrente avec plein d'autres choses. Et du coup, là, typiquement, on peut exploiter des espaces qui sont peu exploités, comme les toitures, les caves et autres. Donc des fois, c'est pour valoriser les endroits. Des fois, c'est pour créer de la cohésion sociale, développer du lien entre les personnes. On l'a vu pendant la crise du Covid qu'ils étaient très intéressés par un tas de retours à la nature. Et l'agriculture urbaine est un des moyens de faire le retour à la nature le plus efficacement possible, je vais dire, parce qu'on est en contact directement avec la nature par tous ses sens, en fait, par le goût, par l'odeur, le toucher, etc. Ce qu'on n'a pas quand on fait, entre guillemets, une simple balade en forêt ou dans un parc public. Donc, il y a plein de choses qui peuvent motiver des gens à se lancer dans l'agriculture urbaine. Et souvent, ils me contactent parce qu'ils n'ont pas d'expérience du tout en agriculture. Parfois, ils ne voient pas la différence entre une fleur de courgette ou une fleur de tournesol. Pour moi, c'est évidemment évident. Mais du coup, s'ils ne voient déjà pas ça, c'est compliqué de déposer des bonnes bases pour un projet. Donc, voilà, on essaye d'être là le plus tôt possible dans le développement du projet. Pour pas faire machine arrière en plein milieu du projet. Alors, il reste un peu moins d'une minute. Une dernière question pour vous, Jean-Philippe. Là, on voit que vous faites de l'insertion socio-professionnelle. Alexandre insistait sur les aspects sociaux liés au développement de cette agriculture. Ce sont des points sur lesquels il faut porter plus d'attention à l'avenir, vous pensez ? Oh, certainement, oui. Il y a la sécurité sociale alimentaire aussi, dont on n'en a pas parlé. C'est une des choses qui me porte vraiment. Ça, j'ai vraiment envie d'amener l'alimentation, pas que dans les restaurants qui peuvent se le permettre, mais à des gens justement qui n'ont pas accès à cette alimentation. Et à travers ce système de sécurité sociale alimentaire, ce serait parfait. Très bien, merci en tout cas d'avoir été des nôtres. L'émission est terminée et puis vous le savez peut-être, on a consacré il y a quelques semaines une émission à la sécurité sociale alimentaire. Si vous voulez la revoir, vous pouvez aller dans l'onglet Autrement dans émissions sur notre site bx1.be. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, vous retrouverez mon collègue pour la dernière de la saison. C'est Cyprien Houdemont qui va clôturer la saison d'Autrement. Très bonne soirée à tous.